Bonsoir, merci d'être avec nous dans BBC Info. Voici les titres de ce journal. Une grande messe en plein air, ce n'était jamais arrivé dans la péninsule arabique. Elle a été célébrée par le pape François qui a bouclé sa visite historique dans la région. La campagne se poursuit au Nigeria, une élection présidentielle qui suscite l'intérêt des pays de la région dont le Ghana, comme vous le verrez dans cette édition. Et en fin de journal, retrouvez une interview exclusive avec Jürgen Klopp, l'entraîneur de Liverpool, et il parle de ses méthodes et de sa rage de vaincre. Le pape François a conclu sa visite historique aux Émirats arabes unis par une grande messe en plein air aujourd'hui dans le plus grand stade du pays. Un événement inédit dans la péninsule arabique. Le souverain pontife a notamment rendu hommage aux travailleurs immigrés, très nombreux parmi les fidèles. Olivier Weber revient sur ce voyage historique. Sous le soleil de plomb d'Abu Dhabi, capitale des Émirats arabes unis, la foule était venue nombreuse sur le parcours du pape. Direction le stade Zayed Sport City, plein à craquer. Quand la Papamobile a pénétré dans l'enceinte, 135 000 personnes ont laissé éclater leur joie. Elles étaient venues assister à un événement inédit, une messe en plein air dans un pays musulman qui autorise certes la pratique de la foi chrétienne, mais dans la discrétion, uniquement dans les églises. L'Arabie saoudite voisine, elle, interdit toute autre pratique religieuse que l'islam. Dans une messe en anglais, traduite en arabe, le pape a rendu hommage aux immigrés. Il y avait dans le stade une centaine de nationalités, dont beaucoup d'immigrés venus d'Asie. 85% de la population des Émirats est composée d'expatriés, ce qui représente 1 million de catholiques. Ceux qui ont assisté à la messe sont conscients d'avoir vécu un moment historique. C'est un geste merveilleux en cette année de tolérance. Cela montre à quel point ils sont ouverts. Je suis enthousiaste, comme tout le monde. C'est très bien que chacun puisse être ouvert et libre ici. La veille, le pape François et le grand imam sunnite d'Al-Azhar s'étaient montrés fraternels devant la grande mosquée Zayed, l'une des plus grandes du monde. Ils ont lancé un appel à la liberté de croyance, l'occasion pour le pape aussi de dénoncer la guerre au Yémen. La fraternité humaine requiert de nous, en tant que représentants des religions du monde, le devoir de rejeter toute approbation de la guerre. À nos yeux, elle a des conséquences abominables. Je pense en particulier au Yémen, à la Syrie, l'Irak et à la Libye. À son départ à l'aéroport, le pape a dit au revoir à son hôte, le prince héritier d'Abu Dhabi, qu'il avait invité aux Émirats, projetant ainsi l'image d'un islam tolérant. Autre visite, cette fois-ci sur le continent. Le nouveau président de la RDC, Félix Tshisekedi, est à Luanda en Angola. Il vient de débuter sa première tournée à l'étranger. Cette tournée le mènera aussi au Kenya, où il va s'entretenir avec Uhuru Kenyatta, l'un de ses principaux soutiens, seul chef d'État étranger à avoir assisté à son investiture. Le nouveau président congolais terminera son périple par la République du Congo voisine. Ce week-end, Félix Tshisekedi devrait être à Addis Abeba pour prononcer son discours de président nouvellement élu, une tradition des sommets de l'Union africaine. L'effervescence électorale au Nigeria se poursuit à 11 jours du scrutin. Un scrutin qui devrait départager le président sortant Muhammadu Buhari et plus de 20 autres candidats. Au Ghana, le processus électoral est suivi de très près puisque le flux commercial entre les deux pays est l'un des plus importants dans la sous-région. Reportage Thomas Nadi, Lamine Konkubo. Le Nigeria, première économie africaine. Le pays dispose d'énormes ressources et d'un grand potentiel de croissance. Le Nigeria est de ce fait premier partenaire commercial du Ghana en Afrique de l'Ouest. En raison de cette proximité entre les deux pays, le Ghana suit de très près le processus électoral chez le grand voisin. Nous achetons nos produits au Nigeria. L'élection là-bas nous tient à cœur. Nous prions que tout se passe bien et qu'il y ait la paix. Cela nous permettra de continuer à commercer avec le Nigeria.
Entre les deux pays, le flux commercial ne concerne pas que des marchandises ordinaires. Le Nigeria approvisionne le Ghana en gaz à travers l'oléoduc ouest-africain. Le pays joue également un rôle prépondérant dans le secteur des finances et de l'investissement au Ghana. De nombreuses banques nigérianes sont en effet implantées à travers le Ghana. On a beaucoup de choses en commun, ne serait-ce qu'historiquement parlant. Nous avons de nombreux compatriotes au Nigeria et nous avons ici au Ghana une importante communauté d'expatriés nigérians. Il va de soi que les élections nigérianes sont un enjeu pour nous. Nous commerçons plus avec le Nigeria que n'importe quel autre pays dans la sous-région ouest-africaine. Toute chose fâcheuse qui affecte les élections au Nigeria aura un effet domino, notamment pour l'intégration en Afrique de l'Ouest. Mais quelle puisse être la plus grande menace qui pèserait sur les élections au Nigeria? La plus grande menace sur les élections au Nigeria, c'est la corruption. C'est la corruption qui a fait de Boko Haram ce qu'il est aujourd'hui. Dans les rues d'Accra, l'on perçoit également l'enjeu des élections chez le voisin. Nous importons beaucoup de marchandises du Nigeria pour les vendre au Ghana. Nous nourrissons l'espoir que les élections soient paisibles au Nigeria parce que nous investissons beaucoup dans nos commerces. S'il se passait quelque chose de mauvais là-bas, ça impactera sur nos affaires. Beaucoup de Nigérians viennent ici comme des immigrés économiques. Si les élections là-bas se déroulent de façon pacifique, peut-être rentreront-ils chez eux. Sani, homme d'affaires, dit espérer que tout se passera bien au Nigeria. Mais pour ne rien risquer, il préfère anticiper. Il a donc importé un stock important de marchandises pour assurer le fonctionnement de son commerce pendant et même longtemps après les élections. Le reste de l'actualité en bref. En France, un bilan encore provisoire qui continue de s'alourdir. Au moins 10 personnes sont décédées dans l'incendie d'un immeuble à Paris. 3 personnes sont mortes en tombant de l'immeuble et les autres ont été retrouvées dans les décombres. Si l'origine de cet incendie reste inconnue, la piste criminelle est sérieusement envisagée. Les chefs d'État du G5 Sahel réunis pour un sommet à Ouagadougou et cherchent des solutions pour aider le Burkina Faso à sortir d'une spirale de violence djihadiste. Hier encore, 14 civils ont été tués dans une attaque dans le nord du pays, proche de la frontière avec le Mali. La BBC lance la 5e édition de son prix Komla Dumor, du meilleur jeune journaliste africain. Les candidats ont 3 semaines pour présenter leur dossier. Le prix rend hommage à notre collègue Komla Dumor, mort en 2014 à l'âge de 41 ans. Il nous manque encore. Au Venezuela, l'opposant Juan Guaido a été reconnu président par 11 pays d'Amérique latine, ce qui porte à une quarantaine le nombre de pays le soutenant. Mais son rival Nicolas Maduro peut aussi compter sur des appuis comme celui du président turc. Recep Tayyip Erdogan a accusé aujourd'hui l'Union européenne de vouloir renverser Nicolas Maduro. Malgré la colère au Venezuela contre le pouvoir, certains dans la population soutiennent toujours le président. Reportage de Pierre-Antoine Denis. Vive la révolution, encore et toujours. Dans le bidonville de Petare, certains saluent encore la mémoire d'Hugo Chavez, l'homme qui a dirigé d'une main de fer le Venezuela pendant des années. Pour l'instant, ces personnes s'en tiennent à son successeur, trié sur le volet, Nicolas Maduro, comme le meilleur espoir pour les plus démunis. Et même si la révolution s'est essoufflée, eux ne l'admettent pas. Les dirigeants locaux affirment qu'ils sont venus apporter leur amour pour ces fidèles supporters et promettent de régler des problèmes clés comme la remise en service des autobus. Ils estiment que le chavismo a apporté des bénéfices durables pour tous. Regardez les universités. Avant, seulement les riches pouvaient s'instruire. Maintenant, tout le monde peut étudier. Et le gouvernement fournit des médicaments et de la nourriture. Pas seulement pour moi, mais pour tout le monde. Au milieu de la foule, des représentants du Colectivo, un comité pro-gouvernemental qui contrôle le quartier, en particulier la distribution des rations gouvernementales. Ces sections nous expliquent que si vous soutenez l'opposition, vous risquerez d'avoir faim. Les autorités surveillent de près les quartiers pauvres comme Petare. Le président Maduro ne peut pas se permettre de les perdre. Lorsque certains ont protesté ici récemment, la zone a été inondée par les forces de sécurité. Il ne fait aucun doute que le président Maduro est soutenu ici, dans ce berceau du chavismo.
et il semble qu'au moins publiquement, il a encore le soutien de l'armée. À l'heure actuelle, le leader vénézuélien semble encore bien en place. Mais s'il venait à être destitué, cela pourrait prendre beaucoup de temps. On retrouve Emmanuel Coste qui fait son grand retour parmi nous. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Nicolas. Hier soir, en championnat d'Angleterre de football, Liverpool est allé faire match nul au stade olympique de Londres face à West Ham, 1 but partout. Ce sont 2 points de perdu pour les Reds dans la course au titre. C'est vrai Nicolas, mais on constate quand même que Liverpool est toujours en tête au classement de la Première Ligue avec 3 points d'avance sur le second Manchester City. Pour revenir au match d'hier soir, Sadio Mané avait ouvert le score pour les Reds de Jürgen Klopp et Michael Antonio égalisait 6 minutes plus tard pour les Hammers. C'est le deuxième match nul après celui contre Leicester, également 1 but partout et certains croient déjà que les pressions s'accroissent sur les épaules notamment du manager de Liverpool, Jürgen Klopp. Alors Justement, coup de projecteur maintenant sur les états d'âme du technicien allemand, Olivier Weber. Jürgen Klopp, le manager de Liverpool, sait ce que c'est que de gagner. Avec le Borussia Dortmund, il a été champion d'Allemagne. Mais sait-il profiter de l'actuelle saison sensationnelle de Liverpool ? Never. Jamais. Je n'aime pas vraiment ça, c'est juste le travail que je fais. J'aime travailler avec ces garçons, mais je n'aime pas particulièrement cette situation où je me dis « Ouais, on peut jouer le titre ». Ce n'est pas facile d'en profiter, c'est juste « J'aime ce que je fais », mais la situation est intense aussi. Liverpool n'a pas remporté le championnat depuis 29 ans, mais cela pourrait bien changer cette année. It's really not about me. Il ne s'agit pas vraiment de moi, il s'agit d'abord et avant tout des supporters, parce qu'ils en rêvent depuis si longtemps. Moi, je ne peux pas dire que cela fait 29 ans que je rêve d'un nouveau titre à Liverpool. Pour être honnête, je n'ai aucune idée d'où j'étais il y a 29 ans. Mais beaucoup de gens en rêvent et c'est ce que nous allons essayer de faire. But a lot of people dream of that and that's what we try to deliver. En tant qu'entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp a perdu 3 finales de coupe. Le titre de Premier League pourrait-il être son premier trophée dans le football anglais ? Let's enjoy the moment. Profitons du moment, profitons de notre saison autant que possible, allons tout chercher. Ne nous fixons pas de limites. Mais d'un autre côté, nous ne pouvons pas savoir qui sera le premier à la fin de la saison. Who will be first at the end of the season? Emmanuel, un autre manager est sous pression, mais pas pour les mêmes raisons. Oui, tout à fait. Il s'agit de José Mourinho, bien connu évidemment. José Mourinho, qui a été condamné à une peine d'1 an de prison et une amende de près de 2 millions d'euros pour fraude fiscale. C'était en Espagne en 2011 et 2012 lorsqu'il était manager du Real Madrid. Alors Mourinho avait caché au fisc espagnol des revenus tirés de l'exploitation de ses droits à l'image. Mais au terme d'un accord conclu entre Mourinho, le fisc espagnol et le parquet, eh bien, sa peine d'1 an de prison a été commuée en une autre amende, celle-ci un petit peu moins élevée quand même, 182 500 euros. Voilà donc pour José Mourinho, qui continue à faire parler de lui, on le constate. Et puis en NBA, nouvel exploit de James Harden hier soir avec Houston qui est allé gagner dans la salle de Phoenix 118-110 et surtout 44 points de celui qui a été nommé meilleur joueur NBA la saison dernière. Et c'est le 4e joueur dans l'histoire de la NBA à avoir inscrit 40 points ou plus sur 20 matchs. Et parmi les 3 autres joueurs qui avaient accompli de telles statistiques, il y avait un certain Michael Jordan, que vous connaissez très bien, Nicolas. Tout à fait, merci beaucoup Emmanuel. Et finalement, un mot sur la 6e édition des Wing Games en Espagne. Cette compétition de chute libre en salle regroupe les meilleurs athlètes mondiaux de la discipline. Caleb Wittenberg des États-Unis a été la star de la compétition. L'athlète de 14 ans a remporté les honneurs dans la catégorie Freestyle Open, où les participants ont démontré leur talent acrobatique devant un public nombreux. Continuez à vous informer sur notre site internet. Toute l'actualité africaine, internationale et sportive, disponible sur PC et sur téléphone portable. Vivez l'info avec bbcafrique.com. Voilà, fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. Retrouvez-nous demain pour un nouveau journal sur BBC Afrique.